notre esprit est au service des sociétés, et tout ça dans une volonté de développer une finance responsable, voire parfois vertueuse. Et l'objectif aussi, c'est d'associer l'enseignement supérieur à nos réflexions et à nos 8 groupes de travail. Alors, parmi nos 8 groupes de travail, nous avons un groupe de travail qui porte sur l'international, avec 2 axes: le rayonnement de la place lyonnaise à la fois à l'international, en Europe et à l'international, et puis aussi de mettre ensemble des sociétés, des intervenants à l'international qui souhaitent échanger sur des pratiques suivant la nature des marchés, les problématiques qu'ils rencontrent, l'actualité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons participé à ce webinaire. Et Elliot, je vous donne la parole en tant qu'animateur, et je vous souhaite tous un très bon moment d'échange. Ah oui, merci beaucoup. Bonjour. Alors, j'avais fait une présentation sur le président Biden au mois de février et le mois de mars. Et j'avais pensé de refaire quelque chose en pensant que vers le mois de novembre, nous allons adopter probablement son plan législatif. Il a eu certaines difficultés, mais la semaine dernière, le Congrès avait voté, il avait signé le 15 novembre le plan d'infrastructure. Alors, je pense que ça peut être intéressant pour les entreprises internationales. C'est comme ça que j'ai pensé organiser une table ronde. Au lieu d'avoir des experts de Washington et de New York et de Paris qui vont parler un peu de Biden et donner leurs opinions politiques, comme on peut lire dans Le Monde, dans la Tribune ou dans les Échos, j'avais pensé plutôt de grouper des copains qui ont la responsabilité quotidienne de mener des entreprises aux États-Unis avec toutes sortes de conséquences. Et c'est comme ça que je suis ravi d'avoir Frédéric Vermanus de Blue Age et Claude Shahamian de Corning International et Alexis Gartin de Michelin North America avec moi. Un petit mot sur nous. Transatlantic Partners est en anglais un matchmaker. Nous sommes un entremetteur entre les entreprises qui aident des sociétés françaises à s'implanter aux États-Unis, ou beaucoup plus peut-être de faire des acquisitions des entreprises américaines stratégiques pour entrer dans le marché américain. Et je suis content d'avoir aujourd'hui Olivier Atti, qui est mon ami et qui est dans notre bureau à New York et qui a aussi un bureau à Paris. Bon, maintenant, je vais tourner tout de suite à Frédéric Vermanus et de Blue Age, et je suis très content d'avoir Frédéric avec moi. Je l'ai rencontré en 2009 ou 2010 quand son entreprise Blue Age avait des projets, avait des plans à venir aux États-Unis. J'ai aidé cette entreprise à aux États-Unis et fait des transferts de personnel. Et j'ai une question pour commencer à Frédéric. C'est, je pensais quand j'ai rencontré cette boîte à Paris que cette boîte dans l'informatique allait prendre la décision d'aller directement à Silicon Valley. Et j'étais étonné un peu de voir que vous n'avez pas choisi Silicon Valley. Vous êtes à Texas. Et je me demande comment vont les choses sur votre ranch à Dallas depuis 2010. Alors, je tourne à Frédéric pour nous donner une petite histoire sur Blue Age. Frédéric? Pardon, j'étais sur mute. Bonjour à tous. Merci, merci Elliot. Alors, peut-être la question, pourquoi est-ce qu'on est parti au Texas? Eh bien, parce le driver pour nous d'aller au Texas, ça a été de suivre nos clients. Alors effectivement, on est dans l'informatique, on transforme des mainframes pour les amener vers le cloud. Donc des anciens systèmes informatiques, on les transforme de façon automatique pour les amener sur le cloud. On aurait pu penser, on va suivre la voie de la technologie avec San Francisco.
avec la Silicon Valley. On a choisi le Texas grâce à Ross Perot, puisque notre premier grand client au Texas, ça a été EDS, qui est ensuite devenu HP, qui est ensuite devenu DXC, qui avait un centre de développement au Texas. Donc, la proximité avec la proximité avec le client. L'autre chose que nous a apporté pour une entreprise de taille moyenne, Blue Edge était une entreprise française de logiciels de taille moyenne, c'est que ça nous a mis dans une position centrique aux États-Unis. C'est-à-dire que nos clients sont sur la côte Est, sur la côte Ouest, sont au Midwest. Nous avons un centre de service qui est au Texas, où j'ai une quarantaine de personnes. Et ça nous permet assez facilement de rayonner, de voyager, d'aller sur la côte Est, d'aller sur la côte Ouest. Et aussi, le Texas est un bon endroit pour trouver des ressources. C'est un État qui est en pleine croissance. On a des universités comme University of Texas Dallas. Dans le domaine de l'informatique, la ressource, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, des personnes, des SMU, donc pas mal d'universités avec des possibilités de recrutement et de trouver des ingénieurs, puisque c'est ce que nous cherchons dans le domaine de l'informatique. Et après 10 ans de construire cette équipe aux États-Unis, Amazon, dans le cadre de son accélération de remplir ses clouds, nous a racheté donc il y a 2 semaines, et toujours avec cette obsession du client. Voilà. D'accord, d'accord. Et voilà, et quelle est vraiment la niche de la spécialité de Blue Edge, pour comprendre un peu mieux? Notre point fort, c'est qu'on est capable aujourd'hui, je dirais, et spécialement dans l'industrie financière, hein, on travaille avec beaucoup de grandes banques, d'assurances. Toutes ces sociétés ont besoin, je dirais, aussi poussées par les fintech, de devenir plus agiles et surtout de proposer des nouvelles formes d'interaction avec leur système. Et ils ont souvent cet héritage des mainframes IBM avec des systèmes assez rigides. Donc aujourd'hui, il y a une forte poussée pour mettre ça sur le cloud. Mais c'est des systèmes qui ont été développés sur 30, 40 ans, qui a énormément de savoir métier dans ces systèmes. Et pouvoir les migrer sur le cloud n'est pas facile. Nous, ce qu'on apporte, c'est l'automatisation, l'accélération de ce processus pour très rapidement vous mettre sur du cloud et dans des langages modernes qui sont du coup accessibles aux ingénieurs d'aujourd'hui pour justement passer l'étape d'après, c'est-à-dire proposer des nouvelles fonctionnalités, être dans un mode beaucoup plus agile, pouvoir proposer des fonctionnalités plus rapidement aux clients. Et c'est toute cette transformation qui a lieu autour du cloud aujourd'hui dans les grandes entreprises. On est là pour l'accélérer en fait. D'accord. Frédéric, si tu m'entends bien, j'ai une question à vous poser parce que justement, je sais que tu as une urgence et une conférence que tu dois nous quitter puis tu dois revenir. Et c'est en mars 2021, Biden avait adopté avec le Congrès son American Rescue Plan Act. Et il a donné dans cet acte 170 milliards de dollars aux municipalités pour moderniser leur technologie. Bien sûr, ça veut dire acheter de nouveaux walkie-talkies pour les policiers, mais ça veut dire aussi, par exemple, la modernisation de tout le système de logiciels. Est-ce que Blue Edge a vu cette opportunité et pense maintenant à vendre aux municipalités ou aux États qui ont maintenant de l'argent de Washington pour dépenser sur le upgrade de leur legacy systems, parce qu'ils ne sont pas du tout sur le cloud, les municipalités?
C'est un très bon exemple parce que effectivement, ce qu'on a vu, c'est ce qu'il faut se rendre compte aux États-Unis, je dirais même par rapport à l'Europe, c'est le nombre de systèmes qu'il y a. Et donc avec ce plan, il y a une chose qui a été très importante aux États-Unis et qui a vraiment beaucoup aidé dans la pandémie, c'est que le gouvernement a ouvert l'accès aux benefits, alors je ne sais plus comment on dit, unemployment benefits en français, en gros, prendre en charge le salaire des personnes qui avaient été mis en chômage partiel. Donc ça, il y a eu une ouverture, on a dit à tout le monde, maintenant vous avez accès, et tous ces systèmes qui ne sont pas des systèmes nationaux, ce sont des systèmes qui peuvent être au niveau de l'État, qui peuvent être au niveau de la county, sont beaucoup de systèmes mainframe. Et il y a eu un afflux de demandeurs de bénéfices au mois de mars 2020, etc., où justement, ces mainframes qui ne sont pas sur le cloud n'ont pas eu la capacité de scaler par rapport à cette demande. Du coup, on cherchait des développeurs COBOL qu'on ne trouve plus. Il y a eu des délais extrêmement importants pour distribuer toutes ces mannes d'argent. Donc oui, derrière ça, on voit une accélération au niveau de tous les systèmes, au niveau des États, hein, que ce soit les systèmes de permis de conduire, les systèmes de benefits, comme les unemployment, les systèmes je vais prendre d'autres systèmes, par exemple, qui gèrent les prisons. On a une diversité de systèmes au niveau de tous les États, où aujourd'hui, il y a une demande forte de sortir de ces anciennes technologies pour avoir quelque chose qui soit plus scalable en termes de technologie, pour mieux répondre à la demande. Et on l'a vu avec la pandémie, ça a été particulièrement impactant. Merci Frédéric. Claude, est-ce que tu peux voir la carte des États-Unis? Je ne sais pas si c'est affiché ou non. Est-ce que j'ai un dia? Absolument. Et quand je bouge mon souris ici, est-ce que ça montre un peu les États différents? Tu vois ça? OK. Alors, explique-nous, où est Corning aux États-Unis et où est ton bureau? Je veux savoir. Alors, si on prend en fait la ville de New York et qu'on remonte, l'État de New York remonte un peu comme un entonnoir, on se retrouve à peu près au milieu, en remontant vers le nord, en allant vers le Canada. Donc, Oui, c'est une petite ville qui se trouve, c'est une toute petite ville, et la compagnie Corning a pris le nom de cette ville. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où vous n'utilisez pas un produit de Corning. D'accord. Et toi, tu es à Caroline du Nord quand même. Alors, moi, j'habite en Caroline du Nord, à Charlotte, mais bon, c'est la mobilité d'aujourd'hui. Mon bureau est ici à Corning. Ah, d'accord. Mais étant en charge de l'international, je ne suis pas censé vraiment être au bureau. Alors aujourd'hui, il m'est difficile de me rendre dans les pays asiatiques où une grande partie de mes équipes se trouvent, ou au Brésil, mais dès que la situation le repermettra, je serai sur la route. D'accord. Alors, une petite perspective sur Corning. Je pense que je connais Corning, mais pas tout. C'est très divers comme entreprise. Combien d'effectifs, chiffre d'affaires? Petite introduction, s'il te plaît. Oui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Un petit peu, on est assez similaire à Michelin. On est une vieille société, surtout au niveau américain, 170 ans. On fête nos 170 ans cette année. Historiquement, Corning est un verrier spécifique. Saint-Gobain fait beaucoup de verres plats, donc des grandes quantités. Nous, on fait des verres spécifiques. Et Corning a eu une série d'inventions. La première, c'est quand Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique. Corning a inventé la machine et le processus pour faire le bulbe en verre et pour pouvoir en produire des millions à un coût raisonnable. Et ça, on parle de ça en 1876. En 1970, il n'y avait plus que 12 machines qui avaient été inventées par Corning qui produisaient toutes les ampoules qui étaient consommées dans le monde. 12 machines. Ensuite, en 1915, on a inventé un verre qui s'appelle le Pyrex. En 1932, on a inventé un produit dont on ne savait pas que faire. On a fait une JV avec Dow Chemical. Ce produit s'appelle le silicone, donc qui a été inventé par Corning, et on a fait une JV qui s'est appelée Dow Corning.
En 1970, on a inventé la fibre optique, qui est un cheveu de verre en fait. Donc, plus récemment, le Gorilla Glass que vous avez sur vos iPhones, ou la céramique se trouve dans tous vos véhicules aujourd'hui, qui sont équipés de céramique extrudée, qui vont piéger les particules et qui permettent de respecter les normes EU6, enfin les normes anti-pollution qui sont en place dans la plupart des pays. Donc, on travaille aujourd'hui avec les grands donneurs d'ordre que sont Mercedes, BMW, mais les OEM chinois ou japonais pour respecter ces règles-là. Et de plus en plus, si vous regardez le modèle Mercedes EQS, tout le tableau de bord sera en verre. Il sera en fait comme un Gorilla Glass. Donc, notre credo, c'est d'amener le verre un petit peu partout. Si vous avez un jour l'occasion de visiter la ville de Corning, il y a un des plus beaux musées du verre, qui a des pièces qui remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, 2000 ans plus tard, c'est-à-dire en 4000 ans, le verre est toujours un produit qu'on travaille et sur lequel on fait de l'innovation. Voilà en quelques mots. Et où est Corning avec le broadband, l'Internet à haut débit, si je prononce bien en français? Ouais. Alors, oui, donc Corning, historiquement, ayant inventé la fibre optique, on peut dire qu'un tiers des fibres qui sont déployées dans le monde sont des fibres Corning. Donc, on fabrique les fibres, on les vend à des gens qui font des câbles, comme Nexans en France ou Acom, qui sont des compagnies de grande réputation, ou Prysmian en Italie, et j'en passe et d'autres. Puis, on fait tous les équipements passifs optiques qui vont permettre de connecter ces réseaux, ce qu'on appelle Fiber to the Home. C'est la fibre d'Orange, c'est toute cette connectivité. On peut dire que l'Europe est un peu en avance de ce point de vue-là par rapport aux États-Unis, parce que l'Europe est quand même très concentrée. C'est quand même plus facile d'aller toucher plus de gens en Europe parce que les zones urbaines sont plus faciles à atteindre. Donc, les États-Unis sont un pays plus étendu. Les infrastructures sont plus coûteuses. Aujourd'hui, alors pour ramener ça peut-être à l'infrastructure package, comme vous le savez, dans le package, il va y avoir 65 milliards qui vont être alloués aux télécoms pour les États-Unis. Ces 65 milliards vont être gérés en fait par ce qu'on appelle la FCC, qui est l'équivalent de l'ARCEP en France, donc le régulateur des télécoms. Donc, dans chaque État, il y a un correspondant de la FCC qui va travailler au niveau fédéral, mais aussi avec les départements de chaque gouverneur pour définir quelle part de ces 65 milliards vont arriver dans tel ou tel État. Donc, pour une compagnie française, ça peut rendre les choses un peu compliquées. Mais par contre, ça peut être intéressant pour des sociétés françaises de nouer des partenariats avec des sociétés américaines, des sociétés d'infrastructure qui construisent des télécoms pour amener leur technologie, leur savoir-faire. Et il est grand, le savoir-faire français en matière de déploiement de réseaux fibres est plus que reconnu, à des coûts intéressants. Donc, ça peut être une opportunité aussi pour des entreprises qui sont localisées en France d'essayer de nouer des partenariats avec des donneurs d'ordre américains qui, eux, vont avoir accès à la FCC et qui vont être capables de faire ces déploiements. D'accord, d'accord. Bon, Alexis, avec cette carte, où est Michelin North America sur la carte? Oui, bonsoir Elliot, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Michelin est situé en Caroline du Sud, donc le petit État jaune à côté de la Caroline du Nord. Oui. Dans la jolie ville de Greenville, où nous sommes implantés depuis un peu plus de 50 ans maintenant. Et donc Michelin, pour faire très court, parce que c'est peut-être une entreprise un peu connue par certains d'entre vous, on n'est pas très loin de Lyon, installé à Clermont-Ferrand pour le siège mondial. Et donc Michelin, c'est 130 ans d'histoire. C'est d'abord le pneumatique, ensuite un développement assez fort dans les cartes et guides, qui ont commencé en 1903 avec le premier guide rouge, et qui continuent de se développer. Et on a aujourd'hui 4 guides rouges aux États-Unis. On vient d'officialiser le lancement du guide rouge en Floride, donc on continue le développement. On a des activités autour du service et des solutions. Et puis, on a développé dans les 5 dernières années différentes capacités et compétences autour aux États-Unis, autour des technologies, des high technological materials, donc des matériaux de haute technologie. On est en train de développer l'hydrogène dans la foulée de ce qui a été testé d'ailleurs et développé sur Lyon. On développe également notre présence sur le 3D printing, l'impression 3D, qu'on a démarré, tout comme l'hydrogène, il y a un peu plus de 15 ans. Et donc, on déploie en fait en Amérique du Nord l'ensemble des activités qui sont celles du groupe. Et j'ai oublié de vous citer la compétition qui fait bien sûr partie de l'ADN de Michelin. Et donc, Amérique du Nord, c'est 23 000 employés. On est présent dans un peu plus de 15 États.
est présent également au Canada. Et c'est aujourd'hui la première région du groupe Michelin en termes d'activité. Et est-ce que c'est vrai que Michelin a fait de grandes acquisitions aux États-Unis par le secteur pneu et tout? Absolument. On a fait dans les 5 dernières années plusieurs acquisitions. Certaines étaient donc localisées en Amérique du Nord. L'une d'entre elles, c'était la société qui est basée au Canada, qui s'appelle Camso, qui est venue enrichir l'offre du groupe sur tous les produits qui sont vendus dans ce qu'on appelle les métiers du hors-la-route. Donc les chenilles pour les tracteurs, les chenilles pour les motoneiges, par exemple, et puis beaucoup de produits liés à l'agricole. Donc ça, c'est un premier mouvement qu'on a fait. Et puis, on a racheté une entreprise qui s'appelle Fenner. Toutes les deux sont des entreprises d'assez grande taille. Et Fenner, basé au UK, avait 2 entités basées aux États-Unis. Et donc, ils sont venus gonfler les effectifs et l'activité du groupe dans le domaine des polymères et des bandes transporteuses, les conveyor belts in English, et dans le domaine du médical. Donc le groupe est présent dans le domaine du médical à travers la JV qu'on a construite avec la société Solesis, qui est en partenariat avec Altaris, un fonds américain. D'accord. Et aux États-Unis, vous êtes syndiqué ou vous êtes non syndiqué? Donc c'est un mix des deux. Nous avons quelques usines qui sont historiquement syndiquées, plutôt celles qui sont localisées par exemple dans l'Alabama. Mais la majorité de nos sites aujourd'hui, aux États-Unis comme au Canada, ne sont pas syndiqués. D'accord, d'accord. Bon, j'essaie de manipuler l'écran ici, j'espère. Voilà, OK. Premier sujet de notre discussion, c'est évidemment le COVID. Quand Biden est venu comme président, il a déclaré que sans faire la guerre contre le COVID, d'abord, on ne peut pas sauver l'économie. Et il faut penser que nous sommes novembre, mais en janvier, il n'y avait que 10 millions d'Américains qui étaient vaccinés. 10 millions. Alors, la première chose que Biden avait fait, il avait déclaré on va faire 100 millions de vaccinations dans 100 jours. Et il est arrivé à 100 millions de vaccinations. Puis il a déclaré opération indépendance. Il aime lier ses actions aux fêtes américaines. Il dit pour le 4 juillet, on veut être à 70% de vaccination parmi la population adulte aux États-Unis. Il n'est pas arrivé, mais il a franchi quand même 60%. Et depuis, on avait le Delta variant et malgré ces efforts, on est calé à 70%, plus ou moins, avec certains États. Par exemple, Alexis avait mentionné Alabama. Alabama est comme, je sais pas, la Suisse, l'Autriche, la Roumanie, un faible pourcentage de vaccination. Il y a beaucoup de variations. Et pendant cet été, il y avait une certaine opposition qui avait monté aux vaccinations mandataires aux États-Unis, comme en Europe aussi, comme on voit, et tout. Alors, la première question qui est très simple, c'est, mais peut-être difficile pour répondre, mais simple à poser pour moi, c'est quel était l'impact de la politique de COVID sous Biden, peut-être en comparaison avec sous président Trump aussi, pour votre entreprise. Alors, qui veut répondre d'abord, Claude ou Alexis ou... Alexis, Merci Claude. J'ai gardé le micro ouvert, donc je peux continuer. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment eu une inflexion entre la politique Trump et la politique de Biden. Dans les deux cas, ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue entreprise, le Covid a été très impactant et est toujours très impactant. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir des personnes qui sont touchées par le Covid nous a amené à avoir une politique extrêmement stricte pendant cette pandémie, et politique qui s'applique encore aujourd'hui, c'est qu'on a placé nos employés en premier dans toutes nos décisions. On a dit, nous sommes people first, et donc on a été extrêmement strict dans l'application des protocoles sanitaires. Et quand je vous dis ça sur l'ensemble des États dans lesquels nous sommes présents. Et Elliot, on peut dire, je pense, qu'aux États-Unis, la politique liée au Covid
dépend assez fortement de l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc, vous avez les États qui sont plutôt dans la partie nord du pays où les protocoles ont été très sévèrement suivis, et des États qui sont plutôt localisés dans le sud, où nous sommes localisés, où les protocoles ont été assez peu suivis. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans la ville dans laquelle nous sommes, Greenville, il y a eu 2 semaines on peut dire de quarantaine, pendant laquelle le centre commercial a été fermé au mois d'avril 2020, 2 semaines. Et depuis la fin du mois d'avril 2020, la vie est revenue à sa normale. Donc, pas de port du masque, pas d'obligation de vaccin, bien entendu. Donc, en fait, il y a une politique très variable dans les États. Et face à ça, quand on est une entreprise comme Michelin, qui gère l'entreprise et ses 23 000 employés sur une quinzaine d'États, ça vous amène forcément à avoir une politique un peu plus harmonieuse. Et donc, on a dû imposer nos protocoles de sécurité pour essayer de protéger nos employés, parce qu'à la fin, un employé, en dehors du fait qu'il court un risque pour sa propre santé, cet employé, une fois qu'il est en quarantaine, on doit aussi mettre en quarantaine ceux avec lesquels il aurait pu être en contact. Et donc, à la fin, ce sont des personnes qui vous manquent pour suivre votre activité. Et depuis le mois de juillet 2020, en fait, on a assisté à un rebond de l'économie américaine extrêmement fort, qui fait qu'on s'est trouvé en manque de main-d'œuvre au moment où on avait besoin de cette main-d'œuvre-là. Et donc, pour résumer ta question, Elliot, l'impact du Covid, il est double. Il est bien sûr humain avant tout, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont été touchées dans l'entreprise, mais aussi bien au-delà de l'entreprise. Et je suis très fier de savoir qu'on n'a eu aucun cas qui a été contracté au sein de l'entreprise, et que les taux d'infection chez Michelin sont bien inférieurs au reste de la nation. Mais néanmoins, on a eu des cas. Et puis le deuxième impact, c'est l'impact économique, parce que effectivement, ça s'est traduit par des manques de production qui étaient effectivement très demandés par nos clients. Donc ça, c'est l'écosystème Michelin qui a été touché. Et après, ce que Claude vit comme n'importe quel entrepreneur aux États-Unis, et d'ailleurs partout dans le monde, l'autre effet du Covid qui est absolument énorme, c'est l'impact sur toute la supply chain qui est complètement disruptée aujourd'hui, en mauvais français, et qui nous amène à repenser quasiment tous les jours nos modèles de supply. D'accord. Et si je veux travailler chez Michelin, est-ce que je dois présenter un passeport vert? Est-ce que je dois prouver que j'ai un test négatif pour être engagé par ta boîte? En fait, on n'a pas appliqué cette politique aujourd'hui. On a tout un programme d'incentive pour inviter et inciter nos employés à se faire vacciner. Et donc la politique qu'on a appliquée depuis plusieurs mois maintenant a porté ses fruits, parce qu'on a des taux qui sont largement supérieurs à ceux qu'on voit autour de nous. Mais on n'a pas appliqué cette politique. Et Elliot, tu le sais, on le sait tous, il y a eu une Emergency Temporary Standard qui a été émise par l'OSHA, et donc qui est portée par l'administration Biden, qui impose à partir du 4 janvier pour les entreprises de plus de 100 salariés le vaccin. Donc c'est une obligation de vaccination qui s'impose maintenant à nous tous, sauf qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de plaintes déposées par un groupe de 23 États qui sont plutôt de majorité républicaine, et donc qui ont stoppé l'initiative. Mais néanmoins, il y a eu un rapport de 500 pages qui a été émis et que nous sommes en train d'analyser pour comprendre en fait toutes les ramifications et toutes les implications de ce rapport, pour qu'on puisse définir ensuite quelle est la politique de Michelin par rapport à cette orientation de l'administration. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle sera notre politique au 4 janvier, parce qu'on est encore en train de comprendre, encore une fois, toutes les implications qui ont été émises par cette ETS. Oui, et cette politique mandataire qui Biden espère imposer est douteuse. Dans mon opinion, comme avocat, et il y a la tribune de 6e circuit maintenant qui a arrêté une approche mandataire. Mais Claude, est-ce que comme employeur chez Corning, est-ce que tu avais imposé quand même une passeport vert pour tes employés, parce que tu as toujours le droit de demander ça si tu veux dans le mandat de l'État? Quelle est la situation? Oui, alors je rejoins assez ce que vient de dire Alexis. D'abord, nous avons été assez agnostiques par rapport au changement d'administration. Dès le tout début de la crise, on a eu notre cellule qui a adressé ça. C'était encore sous l'administration précédente. Et puis le changement d'administration n'a pas vraiment changé grand-chose. On s'est beaucoup occupé de nos usines à l'international. Donc, je veux dire, l'administration, on était au-delà de ce que l'administration demandait. Ensuite, par rapport à ta question spécifique sur les employés, c'est un peu comme chez Michelin.
on veut être incitatif, mais on ne veut pas obliger les gens. Bon, d'abord parce qu'il peut y avoir un volet légal, puis ensuite il y a un volet économique qu'a bien soulevé Alexis, c'est le fait qu'aujourd'hui le marché du travail est très tendu et si quelqu'un refuse d'être vacciné et qui décide d'aller prendre un autre job ailleurs, il peut toujours le faire. Donc on peut toujours mettre le doigt dans cet engrenage, on n'est pas sûr de ce qui va en sortir. Donc, notre stratégie, c'est vraiment d'être incitatif. Il y a beaucoup d'activités, par exemple, qui sont des activités sociales de la compagnie pour lesquelles on demande de la vaccination. On a ce qu'on appelle Corning Aviation. On a des avions qui relient nos usines parce qu'elles sont souvent dans des endroits reculés aux villes principales. On ne peut pas monter dans un avion de Corning si on n'est pas vacciné. Donc, on a des petites choses comme ça qui sont plus incitatives, qui vont gêner un petit peu les gens qui ne seront pas vaccinés. Mais on ne peut pas en faire une règle à travers toutes nos usines qui sont souvent dans des états qui sont un peu réfractaires. Mais on a un mode très incitatif. Et est-ce que tu as une estimation de la pourcentage de tes employés qui sont vaccinés? Alors, moi, j'ai un pourcentage sur l'international, puisque je suis en charge de l'international, et je tourne à environ 90%. Donc, j'ai mes bureaux en Inde, au Japon, à Singapour, enfin, les gens en Asie du Sud-Est, on est à 90%. On a aussi beaucoup facilité, en fait. On a proposé nous-mêmes des vaccinations en Inde à nos salariés, là où c'était difficile, en fait, d'avoir accès au vaccin, où ça pouvait être coûteux. C'est nous qui avons pris le relais dans ces cas-là. Et donc, on a atteint des taux de vaccination qui sont très, très hauts. Je n'ai pas ces chiffres-là pour les États-Unis, mais je suppose qu'ils sont bien en dessous des miens, pour être honnête. Aux États-Unis, qu'est-ce que tu penses? 50% de tes employés sont vaccinés ou plus que ça? Tu me posais la question à moi ici, Elliot? À Michelin. OK. Pardon, excuse-moi. Oui, non, je t'en prie. Pas de problème. 50% de tes employés sont vaccinés, plus ou moins. Qu'est-ce que tu en penses? Non, nous sommes au-delà de ça parce qu'on a eu une politique, sans rentrer en détail, qui a été assez incitative. Je rejoins aussi Claude pour dire que le marché du travail est extrêmement tendu aux États-Unis. Pour vous donner juste un indicateur comme quoi l'ensemble du marché est très tendu au global, sur le monde du transport qu'on suit de près, vous avez actuellement 6 demandes de transport pour un chauffeur. Et donc, ce monde du transport, comme l'ensemble des mondes du monde retail, en fait, on manque cruellement de manœuvre. Et donc, plus vous mettez des systèmes qui sont des repoussoirs à l'embauche, plus vous vous mettez en propre difficulté pour soutenir votre activité qui a besoin de recruter parce que l'attrition, donc les départs volontaires sont aussi en train d'augmenter. Donc, ça rend la gestion de l'entreprise un petit peu délicate en ce moment. Mais pour revenir sur ta question, Elliot, le taux de vaccination en Amérique du Nord est entre 60 et 65% au global, avec des variations assez fortes entre les États. La Corée du Sud, en moyenne, est plutôt vaccinée à 53%. Voilà, et nous, on est très au-delà de ça, mais c'est à peu près le taux que j'estimerais qui est très en deçà de ce qu'on peut voir dans d'autres régions dans le monde. Bon. En juillet 2021, Jamie Dimon, qui est le CEO, le président de JP Morgan Chase, la plus grande banque d'investissement dans le monde, était très optimiste. Il a dit que le COVID est dans le rétroviseur, si je le prononce bien. Et aussi, il en a marre des Zoom calls. Il dit il faut que tout le monde rentre à New York dans le grand building où il paie des loyers extraordinaires pour avoir un bureau somptueux et luxueux et efficace à Wall Street. Et il dit qu'avec l'économie comme elle est, on va vraiment vivre avec le COVID et c'est dans le rétroviseur. Claude, est-ce que tu es d'accord avec James? Rétroviseur maintenant, on va vivre avec. Alors j'éviterai de faire mon intervenant du style BFM TV, mais je suis sûr que vous en France, vous les voyez tous les jours. Donc je dirais rien sur le Covid parce que c'est simplement impossible de prédire. Je n'osais même pas imaginer que l'Allemagne serait un taux d'infection là où il est actuellement. Là-dessus, je dirais pas. Je dirais que bon, avec le vaccin, la situation va s'améliorer. Peut-être que c'est vrai. Quand l'horizon n'est pas complètement clair, parce qu'il faut quand même que tout le monde soit vacciné à travers le monde. Donc, ce n'est pas une histoire d'avoir des pays vaccinés ou pas. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que les répercussions économiques du Covid, je pense qu'on en a pour quand même
quand même pour encore 2 ans pour arriver à ce que Alexis décrivait, les disruptions qu'il y a dans la supply chain, dans le marché du travail, dans l'accès aux matières premières, dans des tas de choses ont changé. On le voit aussi dans le mode de recrutement des gens aussi. Il y a des gens qui demandent la première chose, c'est est-ce que je peux travailler de la maison? Alors qu'on ne nous demandait pas toujours ce genre de choses avant. Donc, je pense qu'il y a tout un tas d'effets, de répercussions qui vont changer parfois, qui vont revenir à la normale, mais d'autres qui seront des changements plus profonds. Par exemple, ma vision du real estate, moi qui ai des bureaux au Japon, qui coûtent très cher, je vais me poser des questions maintenant avant de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces bureaux au Japon? Est-ce qu'on a besoin de moins de bureaux au Japon? Donc, il y a peut-être des modes de travail, des répercussions qui vont, sur le long terme, vont faire qu'on va s'organiser différemment. Donc, je dirais, sur le côté vaccinal, je ne sais pas, ou médical, je ne sais pas trop, mais sur le côté économique, on a encore pour une bonne paire d'années, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis, mais… On tourne tout de suite vers le côté économique. Si tu vois la planche avec Help Wanted, on a 10 millions ou 11 millions d'offres d'emploi aux États-Unis sans candidat. On a un pourcentage de participation dans la force ouvrière de 62%, 61%. On a 3 millions de femmes qui ont quitté le marché du travail parce qu'ils doivent rester chez eux pour s'occuper de leurs enfants. On a, avec le American Rescue Plan, des paiements de $300 par semaine, $300 par semaine pour ne pas travailler. Et on blâme un peu la politique de Biden d'avoir encouragé les gens à rester chez eux. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Est-ce que c'est compliqué, ce problème de recrutement? Une question difficile que je pose à M. Gassin. Qu'est-ce que tu en penses, toi? D'abord, pour revenir à ce que disait Claude, moi, je pense que le Covid, c'est une vraie transformation et qu'en fait, on est en train de vivre de manière complètement différente. Et je pense qu'on va vivre de manière différente et travailler de manière différente pour longtemps. Donc, je pense pas dire qu'il est dans le rétroviseur. Je pense qu'il est au milieu de nous, il est devant nous. Mais il va falloir qu'on vive avec. Et donc, c'est ça qui va continuer je pense, à donner beaucoup de cyclicité et beaucoup d'à-coups dans l'activité économique. Donc, je pense qu'il faut considérer qu'on est dans une nouvelle norme. C'est le the new normal, comme on dit ici. Et donc, je pense qu'il faut juste s'habituer à ça et continuer de travailler sur des fondamentaux pour gagner plus d'agilité, pour continuer de monter les taux de vaccination, parce qu'à la fin, c'est le seul rempart contre cette pandémie. Et je me garderais bien de prédire si elle est finie ou pas finie, mais quand même pour avoir différents contacts à droite et à gauche. Et l'OMC étant basé à Genève, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas fini et qu'il y aura encore d'autres à-coups dans les mois prochains et peut-être même les années qui viennent. Maintenant, pour revenir sur ta question, Elliot, c'est effectivement un peu un mystère, mais tu as déjà abordé, moi, ce que j'ai compris, parce qu'on a identifié ça à partir du mois de mai-juin, où effectivement le marché du travail a commencé à se tendre. Et globalement, il y a 2 grands facteurs qui font que le marché est difficile. Et finalement, ils sont complètement immunes aux politiques, soit de Trump, soit de Biden, parce que il faut se rappeler, et ça n'a pas forcément été expliqué comme ça en Europe, sous l'administration Trump, il y a eu un programme extrêmement généreux d'aide aux employés en général, qui fait qu'effectivement, il était parfois plus avantageux, et jusqu'à fin septembre encore dans certains États, de rester chez soi plutôt que de chercher du travail. Donc ça a mécaniquement retiré beaucoup de monde du marché du travail, et ce phénomène-là s'est un peu quand même estompé à partir d'octobre, où vraiment on n'avait quasiment plus aucun État qui proposait ces subventions-là. Donc ça premièrement, ça a conduit un petit peu à assécher le marché du travail alors que la demande était très forte. Le deuxième facteur qui est probablement le plus important, c'est que avec le Covid, en fait, dans les 20 derniers mois, beaucoup de gens ont complètement changé leur façon de regarder leur mode de vie et leur mode de travail. Et on a eu une accélération de départ à la retraite, parfois anticipée, par des gens qui avaient souffert du Covid physiquement, parfois dans leur entourage, parfois moralement, et qui se sont dit c'est pour moi le moment de tourner la page. Donc on a eu une accélération des départs à la retraite, et ça a mécaniquement retiré encore des employés du marché du travail. Et le dernier point, tu l'as dit Elliot, c'est le child care, le coût du gardiennage d'enfants, j'ai perdu mon mot en français, donc le child care a beaucoup augmenté, et donc il y a beaucoup de femmes qui devaient revenir sur le marché du travail, et d'hommes, et qui ne sont pas revenus.
Et donc, ces trois éléments ont fait qu'à la fin, on est sur un marché du travail extrêmement tendu et toutes catégories confondues. Que vous soyez dans l'activité retail, dans l'industrie ou dans le transport, tout le monde cherche entre 5 et 15% de ses effectifs et peine à recruter. D'accord, d'accord. Et Claude, pour toi, pour le recrutement pour des cols blancs et aussi des cols bleus, si on peut dire, parce que Corning a tous les deux, Corning International, plutôt des professionnels peut-être, mais aussi des cols bleus qui travaillent dans les usines comme à Michelin. Quel est le problème de recrutement chez nous? Et peut-être c'est la même chose dans l'Europe, je ne sais pas. Alors, je dirais pour les cols blancs, il y a une compétition forcenée avec, on parlait d'Amazon tout à l'heure, mais avec des sociétés de la nouvelle économie qui arrivent. Je donnais une lecture dans une très vieille université que tu connais bien, Elliot, qui s'appelle Cornell, qui est une Ivy League, une grande université ici, dans un programme de MBA. Donc, ça s'appelait Emerging Market Institute, et j'étais avec tous ces jeunes étudiants, et on avait le lunch. Donc, ils étaient en première année de MBA. Ils avaient tous signé un contrat déjà. Donc, ils avaient encore 12 mois à faire, mais ils avaient déjà un contrat de travail. C'est assez impressionnant. Donc, c'est-à-dire que on va chercher, en fait, les entreprises vont chercher ces jeunes directement dans les programmes de MBA. Ils vont se les approprier, et ces entreprises sont diverses et variées. Bon, souvent des entreprises de la tech, que ce soit de la pharmacie ou de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Donc là, il va y avoir une bataille féroce. Et là, c'est un peu compliqué parce que d'abord, on va se trouver dans un conflit entre les générations, c'est-à-dire on va se trouver avec des jeunes recrutés qui vont avoir des salaires meilleurs que des cadres supérieurs qui auront peut-être 10 ans d'expérience. Si on veut les recruter, on va se retrouver dans des grilles salariales un peu bizarres. Ça va être très difficile à gérer. Donc, le côté col blanc va être très compliqué à gérer, et c'est le cas partout. C'est-à-dire, j'ai la même problématique en Inde si je veux recruter des gens, ou à São Paulo. C'est un problème qui est global. Aujourd'hui, il y a une compétition pour ces gens talentueux qui se trouvent dans un côté global. Je crois que le Covid a juste accéléré cet aspect-là. Il était là, il était latent. Hein. J'étais au Canada auparavant, j'avais les mêmes soucis à recruter des gens. C'est très compliqué, et on va dire que la demande mondiale est telle que c'est très compliqué. Pour l'école bleue, c'est un peu différent. Dire que moi, je m'aperçois quand je discute avec des gens en Caroline du Nord. Vous savez, si aux États-Unis, alors je parle pour nos amis qui nous écoutent en France, il n'y a pas ce concept de chômage partiel, ce qu'on appelle le furlough. Furlough, je ne sais pas comment traduire ça, Elliot, mais c'est un peu comme une mise en chômage partiel, mais avec des conditions qui ne sont pas vraiment celles du chômage partiel français. Je ne sais pas s'il y a un terme, je ne sais pas, Alexis ou Elliot, si vous connaissez le mot français pour ça, mais c'est mise à... en fait, vous n'êtes plus payé, quoi. C'est mise à pied sans la sanction, Ouais. sans la sanction qui va avec, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui sont des cols bleus ou autres. Pas de Corning parce qu'on n'a pas fait ça, Dieu merci. On a baissé nos salaires, notamment chez les cadres pendant 1 an. Pour passer la crise, on a baissé nos salaires. Mais on n'a pas fait ce genre de choses. Et pour eux, pour beaucoup de gens, il y a eu une rupture du contrat moral. Pas du contrat social, mais du contrat moral. Et donc, par rapport à ce que disait Alexis, il y a beaucoup qui ont reconsidéré leur vie ou qui ont reconsidéré de faire des choses différentes. Donc, le furlough, je pense, a eu un gros impact sur la façon des gens de reconsidérer les choses et de reconsidérer aussi comment leur société les avait traités dans un moment plus ou moins difficile, particulièrement ceux dans l'État de New York qui ont été très infectés, qui ont eu beaucoup de problèmes et qui se sont retrouvés non seulement à avoir de la famille infectée, mais à se retrouver furlough. Donc, vous savez, quand vous êtes dans cette situation-là, vous commencez à prendre du recul par rapport à votre employeur. Donc, on n'a pas fait ça, mais j'ai vu beaucoup d'entreprises faire ça parce qu'ils étaient obligés, notamment dans les bars, les restaurants, ils n'avaient pas beaucoup d'options, ils étaient fermés. Donc, beaucoup de gens ont reconsidéré leur vie. Donc, je dirais que ça va être, comme disait Alexis, un phénomène un peu de long terme où les gens reconsidèrent un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Voilà. Et moi, je pense qu'être employeur aux États-Unis en 2021, il faut être très attentif concernant les besoins et les intérêts des employés. Et le problème de supply chain,
c'est difficile à prononcer, la chaîne d'approvisionnement. Voilà, OK. La majorité des entreprises qui sont dans le supply chain ne sont pas aussi larges que Michelin. Ils sont des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne. Et quand ils ne gèrent pas bien le moral, le contrat moral avec les employés, ils ne peuvent pas produire les composants. Regarde bien Airbus maintenant, qui ne peut pas faire des livraisons qui sont demandées à cause du supply chain. La production n'est pas là et c'est un problème global. C'est un problème global. Et je ne sais pas si tu as adressé oui ou non par le plan d'infrastructure, mais avant ça, quand on a un problème de main-d'œuvre, par exemple, Frédéric, quand j'ai fait venir pour Frédéric une douzaine de professionnels de talent français ou indiens, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre aux États-Unis qui comprenaient bien les systèmes sous brevet de blouage. Alors, maintenant, avec ce travel ban, c'était une disruption totale, je trouve, de business international. Et je ne veux pas donner des opinions politiques, mais je n'ai jamais compris pourquoi Biden, quand il a regardé les chiffres et que l'Europe était plus vaccinée que les États-Unis, il laissait continuer le travel ban. Et je sais qu'on avait parlé de travel ban entre nous quatre avant le commencement de cette table ronde. Est-ce que tu veux ajouter quelques observations concernant cette politique? Parce que, en principe, qu'on a passé d'ouvriers américains professionnels qui ont des compétences, on fait venir des ingénieurs de l'Inde, de Chine, de l'Europe. Claude, tu veux dire quelque chose, Alexis? Qui veut commencer? Alexis, tu as peut-être une opinion ayant des usines aux États-Unis? Oui, le travel ban a été une vraie problématique à gérer. Bon, maintenant, on peut dire que c'est derrière nous, mais je pense que là aussi, c'est un événement qui caractérise le fait que en passant d'une politique à une autre, en fait, c'est la même chose en pas pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'inflexion particulière. Et nous, on a été heurtés par ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, le seul point qu'on peut retenir, et on a vécu ça au UK, donc en Angleterre, il y a très peu de temps, c'est que les flux migratoires font partie de l'économie. Les flux migratoires sont là aussi pour réguler parfois le besoin d'emploi ou pas. Et je pense que le manque de main-d'œuvre qui est aujourd'hui caractérisé en Amérique du Nord et aux États-Unis en particulier, a été exacerbé, a été accentué par ce travel ban, parce qu'il était impossible d'obtenir un visa, ne serait-ce que pour visiter et bien évidemment pour travailler. Et donc quand on ferme comme ça un pays pendant plus de 20 mois, effectivement, au moment donné où le pays, depuis maintenant 14 mois, est reparti sur un niveau d'activité extrêmement élevé, tout ça a mis sous tension effectivement le marché du travail. Donc je pense que c'est plus une leçon un peu d'économie qui nous rappelle tous que voilà, les flux migratoires font, comme la migration des biens, font partie de l'activité économique. Et Claude? Oui, je voudrais juste pour rajouter par rapport à ce que dit Alexis, aux États-Unis, finalement, on a formalisé un travel ban, mais dans d'autres pays, il n'y avait pas de travel ban formalisé, mais c'était la même chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il a changé maintenant, mais pour aller en Chine, c'était 2 semaines plus une. Donc, vous n'envoyez pas un salarié pour qu'il reste 3 semaines dans un hôtel. Donc, ce n'est pas un travel ban, mais c'est la même chose. Donc, ce n'était pas aussi formalisé que l'ont fait les États-Unis. Donc, moi, mon équipe ne peut pas aller au Japon, elle ne peut pas aller en Chine, elle ne pouvait pas aller jusqu'à présent à Singapour. Donc, on va dire qu'il y avait des travel bans à travers le monde. Certains ont été formalisés, c'était le cas aux États-Unis, mais d'autres étaient informels et c'était le cas aussi. Oui. Bon. Mais maintenant, on a le retour normal. On n'a plus de travel ban et on a maintenant ce plan d'infrastructure. Si vous pouvez tous, j'espère, voir la avec. Et qui va mettre son micro se mute. OK, ça marche. C'était 1200 milliards de dollars, mais ça veut dire
bien sûr traditionnel, 100 milliards pour les ponts à chaussée, pour les routes, pour les ponts, pour les tunnels et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pensé tout de suite à renforcer un peu le grid électrique, le réseau électrique. On avait toutes ces incendies féroces en Californie. On avait des inondations. Biden, il est partisan de Amtrak, qui prenait le chemin de fer tous les jours pour aller travailler au Sénat. Et ils avaient mis le point sur le freight parce qu'ils savaient très bien que sans une amélioration du système de freight, ça n'aide pas à rester ouvert à Long Beach 24/7, le grand port de Californie. S'il n'y a pas assez de trains pour transporter la marchandise, s'il n'y a pas assez de dépôts, s'il n'y a pas assez de chauffeurs de camions, il faut vraiment faire ça. Claude, tu avais déjà évoqué le broadband, une redéfinition un peu d'infrastructure, mais qui reconnaît que c'est une partie de notre infrastructure. Et ce qui est intéressant, ils avaient mis le point sur un secteur qui était fort négligé pendant 25 ans, 30 ans, 35 ans. C'est les canalisations d'eau, si j'emploie le bon terme en français, les lignes d'eau, les tuyaux de plomb qui doivent être remplacés. Ce sera vraiment un effort énorme. Et aussi, comme tu vois, des réserves d'eau aussi, parce que dans l'Ouest, et merci Frédéric pour avoir rejoint, dans l'Ouest, il pleut pas assez, il neige pas assez, il y a un manque d'eau. Et les transports publics, les aéroports, c'est évidemment les ports, les véhicules électriques, on va parler de ça un peu. Et il y a aussi $1 milliard pour les ferries à Alaska. Parce que Alaska n'a pas de route, Alaska, il faut prendre l'avion, il faut prendre les ferries. Ils ont fait ça exprès pour avoir le support du sénateur d'Alaska républicain. C'est tout à fait évident qu'on avait fait ça. Avec ce smorgasbord, pour employer un mot suédois qui veut dire bouffer, est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent d'être inutiles, ou est-ce que c'est tout à fait nécessaire, ou est-ce que vous n'avez pas encore fait des études de ce plan d'infrastructure, parce qu'après tout, ça vient de sortir. Enfin, quelles sont vos premières impressions du plan d'infrastructure? C'est trop, c'est pas assez, c'est juste comme il faut. Frédéric, je peux te poser la question parce que tu viens de revenir nous joindre. Alors, c'est difficile de dire si c'est trop, pas assez. Ce que je dirais, c'est qu'il y a effectivement un volet sur la partie accès Internet qui est quelque chose d'important parce que le pays étant très grand, il y a quand même pas mal d'endroits qui sont moins bien connectés, et c'est sûr que le fait d'améliorer l'accès à l'Internet haut débit à des endroits qui sont un petit peu enclavés, ça va améliorer les choses en termes d'ouverture et d'accès. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent justement avec la pandémie de façon remote. Hein. Nos équipes, à un moment, au mois de mars 2020, on est tous partis dans la nature. Mais du coup, ça a ouvert aussi des possibilités de plus de travail à distance. Et pour moi, cet aspect-là est important. Au Texas, on développe beaucoup, donc les infrastructures physiques sont plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quand on fait des road trips à travers les États-Unis, on traverse parfois certains ponts, certains qui sont plutôt jeunes et dans certains petits aéroports, voilà, qui auraient peut-être besoin d'un rafraîchissement. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. C'est difficile de dire si c'est trop ou pas assez. Voilà. D'accord. Et peut-être c'est pas une question simple. Vous savez,
Je suis allé en vacances en Italie, à Florence. C'était magnifique. Bien sûr, je payais des hôtels, je payais des transports, je sortais prendre des déjeuners, des dîners et tout. Et quand je suis rentré aux États-Unis, je ne sais pas si tu peux voir ça, sur l'écran, c'est une lettre de Joe Biden que j'ai reçue à la maison, the White House. Il dit, My fellow American. Ah, j'étais content d'avoir une lettre de Joe Biden. Et il attache à cette lettre un chèque de 2800 $ pour moi et mon épouse pour dépenser pour supporter j'espère, il pense l'économie américaine. Avec les 2800 $, je dois dire à Joe Biden, je vais lui écrire un petit mot, je suis désolé, je vais payer mes cartes de crédit pour mon voyage en Italie. C'est pourquoi les républicains dans le Congrès pensent un peu que peut-être de temps en temps c'est un peu excessif, tout ce que les démocrates dépensent pour l'économie, pourquoi pas laisser aller le moteur américain comme il est. Mais comme tu dis, Frédéric, c'est vrai qu'à Texas, ça manque l'infrastructure au débit et il y a toujours ces histoires des familles qui sont garées devant le Walmart pour avoir un Wi-Fi pour que ces enfants puissent suivre leurs études à l'école. Claude, et je dirais même, l'autre chose qui m'a frappé quand même aux États-Unis, et c'est peut-être lié à la taille, mais venant d'Europe, c'est que les coûts d'accès à l'Internet, les coûts d'accès à la téléphonie, on dit toujours qu'en France c'est cher, etc. Mais là pour la peine, c'est quand même, c'est quand même beaucoup plus cher aux États-Unis que ce qu'on peut avoir, au moins en France. Je ne sais pas pour le reste de l'Europe, mais oui. Et merci d'avoir touché ça. Et sur la page 535 de cette législation qui a 1500 pages, il y a une subvention de 30 $ par mois pour chaque famille qui ne peut pas payer accès, par exemple. Claude, ta réaction au plan d'infrastructure? On pourra parler des coûts télécoms, c'est un sujet qu'on connaît bien chez nous. Je vous en toucherai 2 mots après. En fait, quand on regarde un peu la façon dont va être distribué l'argent, en bon anglais, c'est du catch-up, on fait du rattrapage. On a laissé tomber un peu ces politiques d'infrastructure pour couper dans les budgets fédéraux. Bon, que ce soit des administrations démocrates ou républicaines, les budgets fédéraux ont quand même été bien sabrés ces 20-30 dernières années. Puis là, bon, on va donner un coup d'accélérateur, on va faire du rattrapage. Quand on regarde par contre le budget qui est alloué à l'innovation, on parlait des véhicules électriques, etc., c'est une toute petite partie. Le gros, c'est quand même les ponts, les infrastructures. Alors, ça va donner de l'emploi aux gens. Alors, le problème, c'est que maintenant, on a du mal à recruter des gens. Je ne sais pas comment on va faire ces dépenses d'infrastructure si on ne trouve pas les gens pour construire les ponts. Ça risque de créer une bulle inflationniste. Je ne sais pas comment on va adresser ça, mais en soi, c'est une bonne chose. Je me souviens que l'administration précédente parlait de faire revenir des industries aux États-Unis. Il n'y a pas grand-chose dans cette infrastructure bill qui va faire changer la donne dans le domaine du microelectronics ou des choses comme ça. Je ne vois pas comment les choses qui sont en Asie, qui sont bien implantées en Asie, vont revenir. Donc, on va peut-être créer beaucoup de travail pour beaucoup de cols bleus, beaucoup de compagnies de construction sur le court terme. C'est une très bonne chose, ça va faire un rattrapage. Mais le futur, et quand on relie ça à la COP26 et quand on voit combien d'argent vont être mis sur les routes, bon, je pense qu'il y a des choses un peu du futur qui restent du domaine privé, qui restent dans le domaine de l'investissement R&D privé, que ce soit les véhicules électriques, que ce soit la pharmacie, la thérapie génique ou le paquet télécom. Alors bon, il va y avoir 65 milliards, c'est vrai. Les coûts de télécom, les coûts d'infrastructure télécom aux États-Unis sont très hauts. Alors, une des premières raisons, c'est que le pays est beaucoup plus étendu. La construction est très verticale en Europe, elle est très SFU, ce qu'on appelle Single Family Unit, aux États-Unis, alors qu'en Europe, c'est Multi-Dwelling Unit, MDU, le terme, donc très vertical, très verticalisé. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire la construction en télécom quand c'est verticalisé que quand c'est horizontal, ça coûte moins cher. Ensuite, il ne faut pas se leurrer, il y a un protectionnisme. Huawei n'a jamais vendu d'équipement
télécom aux États-Unis et n'en vendra jamais maintenant, ni ZTE, etc. Alors que Huawei avait une part de marché qui tournait autour des 40% ou presque 50% en Europe. Donc ça a fait baisser les coûts, ça a mis en difficulté des compagnies comme Alcatel, Nokia et d'autres. Ce n'était pas le cas ici, c'est un marché assez protégé. Donc oui, les coûts télécoms c'est un marché relativement protégé, on va dire. Hein. AT&T, Verizon et T-Mobile se partagent le marché et se partagent même les régions parce que vous verrez qu'un opérateur fixe, vous n'avez pas vraiment le choix. Selon là où vous habitez, vous avez 1 ou 2 opérateurs fixes et parfois vous n'avez personne pour vous proposer la fibre. Donc à voir si le paquet télécom va améliorer les choses dans ce domaine-là. Peut-être pour le côté rural, c'est un peu ce qu'on appelle les zones blanches en France. Oui, ça va certainement améliorer les choses, apporter un peu plus de broadband. Et chez Michelin, qu'est-ce que tu en penses, Alexis, de ce plan? Une grande question, pas simple. Bon, c'est une grande question. Après, je rejoins ce qu'a dit Claude, c'est qu'il y a un peu de rattrapage. Dans ce que l'on voit, ce qu'on comprend, il y a un peu de rattrapage quand même pour les États-Unis. Après, nous, ce qui nous touche de très près, c'est toute la partie infrastructure, parce qu'on est très présent dans ces métiers de la construction. Oublions pas qu'il y a aussi tout un volet sur la cyber security, qui est quand même aussi un problème important, non pas seulement pour les États-Unis, mais un peu pour tout le monde. Mais donc, ils souhaitent ici rattraper, ou en tout cas reprendre peut-être un peu d'avance. Et je pense, troisième point qui mérite d'être souligné, c'est l'électrification du parc, en tout cas l'évolution vers les énergies vertes. Et ça, c'est quand même très, très nouveau aux États-Unis. C'est parti de Californie, mais là, c'est vraiment en train de se développer de manière assez forte au sein des États-Unis. Je pense pour nos amis basés en France, on a parfois un peu des clichés sur les Américains qui ne sont pas du tout conscients de l'environnement. C'est en train de changer et ça change assez vite parce que l'administration s'appuie beaucoup et nomme à des postes clés des gens qui étaient jusqu'alors basés en Californie. Donc en fait, ce qui s'est passé en Californie depuis quelques années va rapidement rayonner sur l'ensemble des territoires. Ça va prendre du temps, mais quand la machine américaine se met en route, ça va quand même très vite. Et donc les annonces qui ont été faites autour des véhicules électriques, où l'administration a annoncé vouloir 50% des véhicules neufs immatriculés en 2030 qui soient des véhicules électriques, tout ça, ça ne se fera que si les infrastructures sont en place. Et donc c'est pour ça que ce plan qui est passé va permettre de soutenir cette ambition-là. Donc au global, on peut dire que ça reste très positif pour tirer l'économie américaine. Je pense que Claude soulève un bon point avec la main-d'œuvre. Bon, mais on va partir du principe qu'avec les frontières ouvertes, peut-être que les flux migratoires vont pouvoir, en tout cas, soutenir cette croissance-là. Il y a un point quand même qu'il ne faut pas éluder complètement, c'est qu'il y a ça et là dans ce plan quelques mesures qui sont extrêmement protectionnistes. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça a été reflété dans la presse européenne, mais il y a quand même, Elliot, et Claude et Frédéric, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais il y a beaucoup d'incentives autour de l'électrification du parc. On parle de primes de 8 500 jusqu'à 12 000 $ pour accompagner la transition, mais à condition que ces véhicules à batterie aient des batteries fabriquées aux États-Unis, voire un certain pourcentage du véhicule fabriqué aux États-Unis. Et quand on sait que l'énorme majorité de la production, enfin des véhicules vendus aux États-Unis sont importés, beaucoup du Mexique, certains du Canada et quelques-uns d'Europe, ça fait poser quand même quelques questions sur les vraies intentions de l'administration Biden, qui sont peut-être un peu différentes que celles qu'on voudrait bien lui prêter. C'est un très bon point. Justement, j'ai lu ce matin dans le Wall Street Journal une reportage sur ce problème des batteries qui sera fabriquées outre-mer. Si je peux ajouter quelques points dans 2 minutes. Je suis absolument d'accord avec vous, toi, qu'il y a aussi un problème avec le plan d'infrastructure qui n'est pas discuté dans la presse américaine. C'est une opportunité aussi pour un nouveau nationalisme américain. C'est Biden, déjà en février, mois de mars, qui avait parlé beaucoup de make it here, buy it here, avec le travail des syndicats. Et il a parlé beaucoup de Buy American le premier jour de sa présidence et il sera beaucoup plus efficace que Donald Trump pour renforcer les mesures de Buy American. Alors, pour manœuvrer avec ce plan d'infrastructure,
on recommence avec toutes ces stratégies de montrer une transformation des produits aux États-Unis, un pourcentage de composants américains. Alors, il faut connaître les règles de jeu. Il faut vraiment avoir des conseillers pour vous aider pour participer dans le plan d'infrastructure. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est on a eu dans les programmes dans le passé beaucoup de gaspillage, beaucoup de corruption, beaucoup de fraude, beaucoup de waste et tout dans ce secteur d'infrastructure. On a toujours la fameuse histoire de Sarah Palin quand elle était candidate de vice-président. Elle était gouverneure d'Alaska. Et quand elle était gouverneure d'Alaska, elle a reçu de l'argent fédéral pour construire un fameux pont qui va nulle part. Ils ont construit ce pont et quand tu prenais le pont, tu es arrivé à l'autre côté, la route s'arrêtait. Et pour éviter tout ça, ils vont essayer de faire le suivant. Ils vont imposer une commission fédérale avec la tête, c'est l'Andrew de New Orleans, l'ancien maire de New Orleans, et Buttigieg, qui était candidat de président, qui mène dans le cabinet comme le secrétaire de transportation. Et ils vont revoir toutes les propositions de projets qui viennent des États. Et si une proposition ne fait pas de sens du point de vue des changements climatiques, ils vont rejeter le projet. Alors, c'est une opportunité, dans mon avis, pour les Français, pour les Européens qui ont des technologies, comme Claude a dit ou comme Frédéric a dit, plus avancées que les Américains, d'être là au rez-de-chaussée avec les États pour les aider à proposer un projet qui fait du sens. Parce que, imaginez bien à New Orleans, quoi qu'il y a des digues qui échouent, et puis ils reconstruisent les mêmes digues, et il y a un autre ouragan qui frappe tout. Ça, c'est une opportunité pour les Français. Une autre chose, c'est ils vont mettre à côté 300 milliards de dollars, 200 milliards de dollars, une somme énorme. Et ils vont dire, pour avoir le droit d'avoir un peu de cet argent pour l'infrastructure, il faut soumettre une réponse à un appel d'offres dans ce sens. Et ce sont des subventions, comment on peut dire en français, des subventions par voie de concours. Des subventions concurrentes. Ils ne vont pas donner l'argent comme on l'avait fait avant, automatiquement du gouvernement fédéral. Il faut montrer que c'est la meilleure proposition pour faire un pont et que ça fait du sens. Et alors, je trouve aussi que c'est un avantage pour les Européens qui ont les technologies parce que les États ont besoin d'aide. Il y a Arizona qui sera en concurrence avec Utah et avec Nevada pour avoir 100 millions de dollars pour tel ou tel pont. Il faut montrer que le pont est vraiment un pont pour le 21e siècle et pas un pont qu'on a fait avant. Voilà quelques petites observations. Et je peux donner un exemple au niveau infrastructure au Texas. Par exemple, à Dallas, c'est impressionnant la quantité avec la croissance de population, la quantité de routes et d'échangeurs qui se construisent chaque année. Et sur ce marché, par exemple, ce sont des entreprises espagnoles principalement qui construisent les autoroutes et qui exploitent les autoroutes payantes de Dallas. Et pourquoi? Parce qu'ils ont l'ingénierie. La grande difficulté, c'est de construire et reconstruire des autoroutes les unes par-dessus les autres en limitant l'impact sur le trafic. Et ils ont cette ingénierie que n'avaient pas les sociétés américaines, aussi l'ingénierie autour de mettre en place des solutions de péage, par exemple, puisqu'ils exploitent ensuite les autoroutes qu'ils construisent. Et du coup, on voit là, alors moi j'ai des enfants qui sont à l'école française ici, du coup il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent dans ce cadre-là à Dallas. Il y a vraiment des opportunités. Même le Texas, on dit voilà pour que c'est un peu le pays du pétrole, mais c'est aussi le premier État aux États-Unis en termes d'éolien. Si vous montez dans le nord du Texas, quand vous allez
monter vers le nord aux États-Unis, il y a des éoliennes à perte de vue dans de la plaine. Et c'est le premier État producteur de business is business. C'est-à-dire même, donc on a une réputation très pétrolière, mais là, effectivement, il y a du vent, il y a de l'espace. Donc, il y a des éoliennes avec des vaches en bas. Oui, et c'est Siemens qui vient d'arriver en Virginie avec son premier site pour construire des éoliennes offshore. Parce que le plus grand projet des éoliennes offshore se trouve en Virginie avec l'utilité Dominion Power. Et oui, Vinci, Veolia, c'est pas KBIS qui gère les chemins de fer pour le Massachusetts, mais les Français sont partout dans les transports publics et dans les autoroutes. Ils ont la technologie. Et vous, comme entreprise, deux entreprises, une entreprise française, une entreprise qui était française, qui maintenant Amazon et Corning, qui est américaine avec Corning International, est-ce que vous avez quand même des projets d'expansion sous Biden? Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez parler de ça, si vous êtes une société publique, mais est-ce que vous pensez à faire des projets d'expansion ou est-ce que vous allez m'acheter ce lot pour l'année prochaine, 12 mois? Claude? Alors, je peux parler des choses qui sont tout à fait publiques. Je pense qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a annoncé pour la fourniture à AT&T, qui est le plus gros opérateur américain, une expansion en Caroline du Nord, d'ailleurs, dans une de nos plus grandes usines de câbles en fibre optique. Donc ça, c'était déjà prévu. Le stimulus, enfin le package va juste simplement faire qu'on va essayer d'accélérer les choses dans le domaine télécom. Dans le domaine de la pharmacie, vous savez qu'on est un fabricant de ces fioles en verre qu'il faut produire par milliards, même pas par millions, mais c'est par milliards pour fabriquer ça. Donc ça aussi, c'est en forte croissance, également en Caroline du Nord, pas beaucoup en Caroline du Nord, nos activités. Donc le domaine de la pharma est en pleine croissance. Je dirais que c'est presque un peu découplé aussi du package parce que la demande était là de toute façon. C'est vrai que le Covid a accéléré le fait que les gens travaillent de la maison et donc de plus en plus de demandes de fibres ou de plus en plus de demandes de tests PCR ou de fioles en verre. Donc ça a accéléré. Donc on a accéléré nos investissements en Amérique du Nord, mais avant que le package soit annoncé. Ça, c'était lié à des décisions qu'on avait décidé de faire avant. Ensuite, pour certains de nos produits, ce qu'on appelle le cost to serve, en fait, le coût pour servir un marché, depuis l'étranger est assez compliqué. Donc, en général, on se rapproche de l'écosystème sur lequel on travaille ou du marché sur lequel on travaille. On ne va pas fabriquer des câbles en fibre optique en Chine pour les expédier aux États-Unis. Ça ne fait pas de sens d'un point de vue logistique. C'est des grandes bobines énormes. Donc, nous, on était déjà relativement régionalisés de ce point de vue-là. Donc, en fait, oui, on avait déjà un plan d'investissement qui était conséquent. Je pense qu'on va juste simplement l'accélérer, si on peut, aux États-Unis, entre autres. Ceci étant dit, les États-Unis représentent un appel d'air, c'est-à-dire que la production de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de notre fibre optique qui est fabriquée en Europe, qui est réexportée aux États-Unis. Simplement parce que le marché est beaucoup plus... il y a une accélération du marché beaucoup plus forte ici aux États-Unis. Alors, il y a une espèce d'effet domino. Donc, ce que je fabrique en Inde, je l'expédie en Europe. Ce qui est fabriqué en Europe va aux États-Unis. Donc, on a nos usines qui sont un peu... Elles travaillent plus à l'export aujourd'hui que ce qu'elles travaillaient régionalement à l'époque. Donc, on va dire que ça peut être intéressant pour nos amis à Lyon qui nous écoutent. C'est que quand vous regardez le package broadband, les 65 milliards, ça représente, si on dit que ça va être consommé en 5 ans, ça représente une croissance de la dépense broadband télécom de 20 à 25% par an. C'est impossible pour les fournisseurs ici aux États-Unis de répondre à une demande comme ça. C'est impossible. Ça veut dire qu'il va y avoir une opportunité pour certaines entreprises qui sont en Europe de travailler avec celles qui étaient leurs concurrents à l'époque pour dire je peux t'aider à répondre à un besoin ponctuel que tu vas avoir aux États-Unis parce que tu ne peux pas y répondre. Donc, il va y avoir des partenariats qui, à mon avis, vont être noués pour essayer de répondre à cette demande parce que la fourniture asiatique sera certainement éliminée de ces consortiums. Donc, je pense qu'il y aura des opportunités, des appels d'air liés à cette croissance. On ne pourra pas tout fabriquer, ce n'est pas possible. D'accord. Et Alexis, marché sous l'eau ou les expansions continuent?
Oui, il y a pas de. En fait, on avait attaqué nous, une politique il y a déjà quelques années de ce qu'on appelle, ce que tu as cité, je crois, Claude, c'est ce qu'on appelle nous le local to local, c'est-à-dire qu'on fabrique les produits dans le pays pour lesquels on souhaite, dans lesquels on souhaite les vendre. Et donc, on continue cette politique-là. Et bien évidemment, ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui nous conforte dans cette vision stratégique sur le fait que voilà, les flux mondiaux, on est probablement en train de tourner une page un peu dans la supply chain et chacun est un peu en train de revisiter ses plans. Bien sûr que la compétitivité reste d'ordre 1, mais je pense que la cyclicité et l'accélération des cycles économiques nous rappellent tous que la première des compétitivités, c'est déjà aussi d'avoir le bon produit à vendre au bon moment. Et donc là, quand vous avez 3 mois de lead time pour les faire venir d'Europe ou les faire venir d'Asie, voilà, il faut vraiment être sûr de sa demande et être sur un marché très stabilisé pour pouvoir gérer ses flux sur le long terme. Donc nous, on a des flux qui sont assez cycliques, avec des percées auprès des OEM qui peuvent être assez vite à la hausse ou assez vite à la baisse. Et donc là, plus la fabrication locale est forte, plus ça nous permet d'absorber ces cycles. Donc on continue d'investir régulièrement chaque année en Amérique du Nord pour augmenter ce fameux taux local to local. Et puis deuxième axe d'investissement, c'est bien évidemment accompagner la transformation du parc automobile, puisqu'en fait l'électrification a un impact assez fort sur le type de pneumatiques sur lesquels vous roulez, parce que ces véhicules sont plus lourds, avec un couple, un torque beaucoup plus fort, et donc ça nécessite des architectures de pneumatiques différentes. Et donc ça nous amène aussi également à accélérer la feuille de route d'investissement. Oui, j'ai noté sur votre site web que vous fabriquez des pneus pour des bus électriques et les bus électriques sont subventionnés par voie de concours par le plan d'infrastructure. Frédéric, je ne sais pas ce que tu peux nous dire parce que ça fait 2 semaines depuis Amazon t'a acheté, mais est-ce que tu avais des plans d'expansion avant Covid? Est-ce que tu avais fait des expansions pendant Covid quand tu étais Blue Age? Nous, on a toujours essayé de grandir dans le domaine de la modernisation. Après, ce qui est un petit, nos clients, c'est principalement des Fortune 500. Donc, et on manipule les codes de leur système métier cœur. Donc, il y a une des difficultés qu'on avait en termes de croissance, c'était d'accéder à ces entreprises, de travailler directement avec elles. Donc, on est passé beaucoup par des partenaires, des systèmes intégrateurs. Ce que ça nous donne maintenant, donc on a toujours voulu grandir, pour faire simple. Ce que ça nous donne maintenant, c'est une capacité d'investir et d'aller adresser le marché américain comme on ne l'avait pas. Le marché américain reste le principal marché en termes de mainframe IBM. La plupart des grandes entreprises du Fortune 500 ont encore énormément de leurs systèmes qui tournent sur des mainframes. Et aujourd'hui, la pression pour sortir est très forte et Amazon est là pour essayer d'en accueillir le maximum. Donc, je pense, oui, la volonté est de croître. Bon. Alors, juste pour ajouter peut-être un point, Elliot, qui peut intéresser nos amis qui sont dans la finance, il risque de se passer un problème de décalage énorme en termes d'investissement, c'est-à-dire que chaque investissement qu'on fait aux États-Unis en dollars se trouve de plus en plus cher par rapport à un panier de monnaies, que ce soit la roupie indienne ou le Brazilian Reals, qui sont des monnaies qui ont été très dévaluées à cause de la crise. Donc aujourd'hui, quand je regarde nos coûts de production au Brésil ou en Inde, ils deviennent de plus en plus compétitifs. Ils étaient déjà compétitifs, mais ils sont très, très compétitifs. Et si ce n'était pas le problème de la supply chain, il n'y aurait pas photo. On devrait investir dans ces pays-là parce que leur monnaie a été énormément dévaluée. Malgré le fait que la Fed a imprimé beaucoup de dollars ou que la BCE a imprimé beaucoup d'euros, ces monnaies restent fortes par rapport à un panier de monnaies de pays émergents qui fait que la production dans ces pays-là, il y a un décalage. On va se trouver avec une inflation dans les pays comme les États-Unis, une main-d'œuvre chère, un investissement cher, et des pays émergents où c'est de moins en moins cher. Donc, là, il risque d'y avoir un problème à un moment. Bon, tu as parlé d'inflation. Moi, j'ai mis un dia ici. J'espère que tout le monde peut le voir. Des nuages orageux sur l'horizon. Est-ce que c'est l'inflation qui te fait peur ou d'autres problèmes?
pour parler un peu de côté négatif vis-à-vis l'économie américaine. Ou est-ce que l'inflation est une opportunité à hausser les prix qui restent trop bas pendant très longtemps? La question est pour moi, Elliot? Comme pour tout le monde, pour tout le monde. Ok, je vais continuer sur le sujet si tu veux. Après, je passerai la Oui. main à mes D'accord. collègues. Je pense que cette inflation est née d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Alexis connaît ça certainement mieux que moi, mais comme on fournit aussi les OEM dans les véhicules, avant le Covid, je crois qu'il se vendait autour de 90 millions de véhicules par an. En 2020, il s'en est vendu 74 millions. Et cette année, on se dirige vers à peu près le même chiffre, 75, peut-être 76. Donc, on est très en dessous. On est très en dessous des niveaux de production dans ce domaine-là, comme dans d'autres, de 2019. Et pourtant, il y a une inflation, il y a une difficulté à obtenir la supply chain, etc. Donc, il y a une disruption qui fait que, bon, ça va revenir à un moment ou à un autre à la normale de ce point de vue-là, en termes de capacité de production, en termes de supply chain, on l'espère. La vraie question, c'est comment on va devoir se réorganiser pour éviter les problèmes futurs. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que le marché du travail est englué pour une période durable dans une hausse des coûts aux États-Unis, ben, ça va nous forcer à prendre des décisions différentes en termes d'approvisionnement peut-être ou de faire des choses différentes. Donc, pour combien de temps va durer cette période inflationniste liée à une disruption de la supply chain? Je ne saurais pas y répondre, mais pour l'instant, c'est assez étonnant de se retrouver dans cette situation-là, alors que pour pas mal de produits, on est dans des volumétriques qui sont en dessous de 2019. Et Alexis, quel est l'orage, quel est le nuage orageux qui est le plus important pour toi, peut-être? Moi, j'ai l'habitude de partager en interne qu'on est on est actuellement dans une bulle. Donc, cette bulle, c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'elle va se dégonfler. Mais quand elle va se dégonfler, ça va être assez brutal. Donc, pour l'instant, je pense que 2022 me paraît très bien orienté parce qu'on reste quand même sur un marché d'abord qui est très porteur, très dynamique. Quand vous manquez de main-d'œuvre et que la demande reste très forte et très soutenue, je pense qu'il n'y a pas, je vois pas d'indicateur, sauf crise pandémique à nouveau extrêmement violente. Je ne vois pas d'indicateur qui nous amènerait à dire que le moteur américain va s'arrêter en 2022. Je pense qu'au-delà de ça, je me garderai bien de tout pronostic. On a une année électorale en 2024. 2023 reste très incertain aujourd'hui. Moi, je ne suis pas capable de vous dire à l'horizon 18 mois ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation dans laquelle on est ne peut pas durer. Donc, est-ce que ça va durer encore 12 mois, 16, 18, je ne sais pas, mais ça ne peut pas durer 2 ans ou 3 ans. Comment se comportera la monnaie américaine dans un contexte d'inflation tendue? Je pense que vous avez tous vu passer l'inflation du mois d'octobre qui, annualisée, monte à un peu plus de 6% aux États-Unis. C'est quand même du jamais vu depuis plusieurs décennies. Je pense qu'on voit la même chose arriver en Europe en ce moment. Donc tout ça va mettre sous tension un peu l'ensemble de l'économique, de l'équilibre monétaire. Quelle va être la réponse de la Fed? Comment vont se comporter les taux? Je pense que tout ça va bouger dans le courant de l'année 2022. Donc voilà, personnellement, je suis optimiste sur 2022, mais je me garderai de prolonger ce pronostic au-delà de l'année prochaine. D'accord. Frédéric, il y a des nuages qui vous troublent sur l'horizon ou non? Alors, moi, je serais plutôt optimiste au vu de ce qui nous est arrivé récemment et ça nous ouvre des perspectives. C'est vrai que le point le plus difficile pour nous, c'est de trouver des ressources. On cherche quand même encore trouver des gens aux États-Unis à proximité, même si on a la possibilité maintenant d'aller voir ailleurs, que ce soit en Inde ou en Amérique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de demandes en Amérique du Sud. Donc pour nous, un peu le challenge, c'est trouver, et ça a toujours été d'ailleurs aux États-Unis, de trouver des ingénieurs. Ça restera mon challenge, mais plutôt avec une vision positive, parce que la digitalisation avec ce qui est arrivé lors de la pandémie, c'est une priorité maintenant pour toutes les entreprises. Donc, même si on est quand même dans une baisse du fait
de la réouverture de l'économie au niveau global, les leçons qui ont été apprises vont vers toujours plus de digital. Donc, pour nous, c'est plutôt positif à l'avenir. Et comme takeaway, que diriez-vous aux Français qui taille moyenne ou PME, qui pensent à venir aux États-Unis? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut hésiter? Qu'est-ce qu'on va conseiller, monsieur? C'est pour moi ou N'importe qui. Bah, alors là, je dirais à un moment donné, il faut quand on prend la décision de s'implanter aux États-Unis, je pense que le plus important, c'est de bien regarder le marché. Je pense qu'il est dynamique. Alors effectivement, je suis assez d'accord sur l'image de la bulle. C'est un jour ça va s'arrêter. Moi, j'ai pensé plusieurs fois que ce serait avant, mais ça n'a pas été le cas. Et l'autre chose, quand vous venez aux États-Unis, quand on fait le pas pour venir aux États-Unis, il faut le faire complètement. Moi, je suis parti aux États-Unis, ça devait être 3 ans, ça fait 10 ans que j'y suis. Pour une entreprise française, c'est important de se plonger dans la culture, c'est important de bien s'entourer sur place, que ce soit pour vos infrastructures, votre real estate, l'immigration, avoir des bons avocats. Il y a un investissement à faire pour se projeter de l'autre côté. C'est pas quelque chose qu'on peut faire complètement depuis la France. Il faut vraiment rentrer dans cette culture quand vous décidez de traverser l'Atlantique. Et Alexis, tu as quelque chose à ajouter? On n'a que 2-3 minutes, malheureusement, mais où Frédéric a dit tout. Il a dit beaucoup de choses. Je rajouterais peut-être 3 points. Le premier point, c'est que le marché américain reste un marché quand même très attractif. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup pour Michelin dans à peu près 33 ou 34 pays. À ma connaissance, c'est le seul pays mature qui a encore une démographie positive. Et ça tire quand même l'économie américaine. Donc, on a quand même un moteur américain qui est pas du tout à l'arrêt, qui n'est pas essoufflé. Donc, ça reste un pays, je pense, très attractif pour le business. Et je dirais, Frédéric l'a dit, la localisation me semble primordiale. C'est-à-dire que si on est dans le service, si on est dans le manufacturing, ça va forcément vous donner un peu un angle de vue sur, je me positionne plutôt sur la partie nord du pays, ouest, ou alors plutôt dans le sud. Donc attention à la localisation. Et puis le dernier point, c'est peut-être un message un peu plus général, c'est entourez-vous. Elliot, je pense qu'on sait tous ici, les relations aux États-Unis sont extrêmement importantes. On est tous impliqués dans des réseaux et ce réseau fait partie de votre travail. Et vous devez entretenir vos réseaux parce que c'est un monde extrêmement connecté d'un point de vue digital, mais extrêmement connecté d'un point de vue humain. C'est bien que tu avais parlé un peu de réseau parce que je trouve que les réseaux ici, on est tous copains tout de suite. Et on partage des infos et on n'a pas besoin d'être à Silicon Valley, pas forcément. Regarde Frédéric et son succès sur son ranch à Dallas. Hein. Et Claude, qu'est-ce que un Français chiffre d'affaires 10 millions qui hésite, mais qui regarde toujours les États-Unis et peut-être il exporte, mais est-ce que ça peut continuer comme ça? Alors moi, je vous donnerai le point de vue d'une entreprise américaine dont le headquarter est ici et dont le leadership est américain. Je suis peut-être une des exceptions d'ailleurs. Mais venez nous proposer des opportunités, venez nous proposer votre savoir-faire, venez nouer des partenariats avec des compagnies comme les nôtres ou des plus petites mais c'est le moment, il y a un appel d'air, comme le disait Alexis très justement, il se passe des choses, il va y avoir de la croissance, on ne pourra pas tout faire tout seul. Donc, si vous avez des savoir-faire précis, si vous avez des compétences dans des domaines, n'hésitez pas à nouer des partenariats. Il y a un mot en anglais que je n'ai jamais trouvé la traduction qui s'appelle piggyback. Donc, il va y avoir une opportunité pour sauter sur le dos en fait des entreprises qui vont avoir cette croissance. Donc, vous pouvez vous greffer un peu comme un poisson pilote à des compagnies qui sont établies et qui sont relativement grandes sur le marché américain. Je pense que c'est le bon moment pour venir proposer vos opportunités à des entreprises établies et nouer des partenariats. Et pour moi, pour un atterrissage en douceur, je pense toujours à notre Tahiti. Ici, c'est une photo de Hawaï. Et pourquoi pas établir un consulting dans l'informatique
au-dessus de cette montagne et comme ça, tu peux descendre à la plage comme personne ne déjà sur le côté est, c'est ça, les États-Unis. Hein. Bon, je pense c'était magnifique de faire cette table ronde avec vous et malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour les questions. Et ce que je propose ici, si vous pouvez voir cette planche, c'est j'ai mis l'adresse d'email de Roland de LFPT et si vous avez déjà posé des questions à Roland par chat pendant le Teams, il peut nous faire suivre les questions et on va essayer de répondre peut-être ou à moi-même. Et je vous remercie à tous pour cet accueil à Lyon aujourd'hui pour nous qui sommes maintenant à Genève, à Texas aujourd'hui pour toi, Frédéric, à Texas sur le ranch. Oui. Et Claude à North Carolina. No, Corning, New York. À Corning, New York, OK. À côté de... Et moi, je suis en Virginie, à côté de Washington. Et peut-être je vais recevoir une autre lettre de Joe Biden. Qui sait? Avec un autre chef. Merci. Passe le micro à Roland ou à quelqu'un de la place, Frédéric. Oui, merci. Non, en 2 secondes, on est dans les bons timings. Merci à tous vraiment pour votre participation, mobilisation, pour les intervenants, bien sûr. Merci à toi, Elliot, et puis à quelques membres de la Commission internationale qui étaient connectés. Il y a beaucoup d'événements, donc c'est vrai c'est difficile d'avoir effectivement à chaque fois mobiliser tous les partenaires, les membres de l'association, mais en tout cas, c'était très intéressant. Effectivement, pas comme ça. S'il y a des questions, on va peut-être même en reparler en commission et effectivement aborder à vous proposer les réponses. Le tout dernier point aussi, peut-être pour les quelques personnes qui restent connectées, il y en a quand même quelques-unes, vous rappelez aussi qu'on a un rendez-vous important le 29 novembre à Lyon. Alors ça, évidemment, c'est en présentiel, c'est notre Biennale Business et Droit, qui n'est pas sans lien avec le sujet d'aujourd'hui, et c'est plutôt sur la façon dont on appréhende pour les entreprises les grands défis environnementaux et de sécurité internationale autour des questions de cybercriminalité, éthique des affaires, etc. Et donc, voilà, on a de beaux intervenants. Donc, l'événement est gratuit, je ne suis pas seul aussi. Et tous les membres et les personnes qui sont aussi présentes aujourd'hui peuvent tout à fait nous rejoindre le 29 novembre à l'UQI. Voilà. Et en tout cas, merci à tous et vraiment aux intervenants pour tout ce qu'ils ont partagé avec nous. Effectivement, merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée également. Merci, merci bien. À bientôt. Bye. Oui, bye. bye. Merci, au revoir.